Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 astuces pour vendre tout le poisson issu de la pisciculture. Et ces astuces-là sont notamment l'étude de marché, l'établissement ou l'exploitation des circuits de commercialisation de poissons existants. Et en 3e position, on a la transformation du poisson restant, ce qu'on n'a pas pu vendre frais par exemple. Et avant qu'on aille dans le vif du sujet, j'aimerais échanger avec vous sur la discussion que j'ai eue avec une dame qui s'appelle Marie. Elle est basée à la capitale du Cameroun, à Yaoundé. Et elle me disait qu'elle a regardé beaucoup de vidéos YouTube. On lui a beaucoup parlé de la pisciculture. Elle a investi des millions de francs CFA. Et maintenant, elle a récolté son poisson. Elle ne parvient pas à le vendre. Et le peu qu'elle vend, elle vend à un vil prix. Ce qui fait que pour elle, c'est une très mauvaise expérience et elle ne pense pas qu'on dit toujours la vérité sur la rentabilité de la pisciculture. J'ai échangé avec elle, je lui ai donné mon avis et je me suis dit qu'il fallait que je partage ceci avec vous. Parce qu'elle ne doit pas être la seule dans cette situation. Et si on extrapole un peu, là, on va un peu plus loin, on va se rendre compte que même en agriculture, pendant qu'on se plaint qu'on ne produit pas assez d'ananas, on ne produit pas assez de tomates, on ne produit pas assez de mangues et tout, dans plusieurs pays, on va dans les marchés, on voit des piles d'ananas qui pourrissent, là. On voit des piles de tomates. Les vendeurs ne savent juste pas quoi en faire. Donc, on vit quand même sur le continent africain dans un contraste terrible où la demande est très forte, elle dépasse fortement l'offre, mais la petite offre qui est là n'est pas toujours commercialisée. Mais qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela? Les causes peuvent être multiples. Mais ici, dans le cadre de cette vidéo, je vais juste présenter quelques astuces de comment on peut contourner certaines causes du fait qu'on ne vend pas le poisson issu de la pisciculture. Là, je vais parler du premier point qui est l'étude de marché. Je ne me fatiguerai jamais de vous parler de l'étude de marché parce que c'est le point de départ. On ne se lance pas dans la pisciculture par suivisme. On a rendu visite à une personne qui a vidangé les étangs, on a tout acheté, la personne ne pouvait même pas satisfaire sa demande et on s'est dit « Hey, la pisciculture c'est rentable, moi aussi je vais me lancer dedans, je vais investir quelques millions de dollars et on va voir si je n'aurai pas de l'argent. » Ou encore parce que peut-être il y a un grand programme gouvernemental qui va offrir des alevins ou des aliments et accompagner quelques pisciculteurs. On s'est dit « Écoute, on va aménager des étangs ou des systèmes hors sol ou investir dans les cages. Dans les lacs et profiter du programme. Tout ceci, c'est bien. Mais on doit se rassurer que ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle en anglais « market driven ». Donc, il y a un marché pour ce qu'on veut produire. L'avantage des programmes gouvernementaux, c'est qu'il y a des fois des études de base, dont les experts qui viennent, qui conçoivent des programmes et tout. Mais les gens ne prennent pas le temps d'aller lire ces documents d'expertise qui sont à la disposition du public, hein, que ce soit un programme de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement ou de la Banque islamique de développement, du FMI et tout. Une fois que les experts déposent leur rapport de programme, c'est mis à la disposition du public. Vous devez prendre le temps avant de suivre un programme ou bien avant de vous lancer dans l'activité, vous dire est-ce qu'il y a des études de base qui ont été faites dans ma communauté? Et s'il y en a au niveau national, mais pas dans votre communauté, vous devez vous-même conduire votre étude de marché donc pour voir si votre activité est faisable, si ça pourrait être rentable. Et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit concernant l'étude de marché quand on parlait du grossissement ou quand on parlait de se spécialiser dans la production des aliments. Donc, c'est à peu près la même façon de faire. Mais ce que je voudrais ajouter ici, c'est que cette étude de marché là, va permettre de savoir quel est le volume demandé dans la communauté où on voudrait vendre son poisson. Quel est le volume de poisson? Quelle est l'espèce de poisson qu'il faut? Quelle est la taille de poisson que la ménagère voudrait, si c'est la ménagère qu'on cible? Quelle est la taille de poisson que les restaurants veulent? Quelle est la taille de poisson que les hôtels, par exemple, veulent? Parce qu'à chacun de ces niveaux-là, dans ces niveaux de clientèle, il y a des besoins précis. Donc, pour le cas, par exemple, si on revient au cas de la dame qui est à Yaoundé, on sait que dans la zone, les régions du centre, du sud et de l'est, beaucoup de personnes en milieu rural ou bien de familles préfèrent le poisson chat africain, donc le poisson sans écailles. Parce qu'il y a beaucoup de mets locaux qui se font avec, que ce soit les ndomba ou le mbongo et tout, quand on va un peu du côté des DA.
Ça demande le poisson d'eau douce qui est le poisson-chat africain. Mais si on va au nord du Cameroun, par exemple, autour du Logone et tout, les gens vont préférer les poissons et les écailles. Et dans ce cas-là, l'élevage c'est l'élevage du tilapia qui serait beaucoup plus adapté à l'environnement. Et si on va un peu plus loin, on va dans un pays grand comme la République démocratique du Congo. J'ai eu l'avantage, l'opportunité de parcourir la République démocratique du Congo, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Et si on va, prenons par exemple le cas de l'est, au sud Kivu à Bukavu et au nord Kivu à Goma précisément. C'est les populations qui sont autour du lac Kivu vont préférer manger le tilapia. Et ça va ainsi jusqu'au Rwanda. Le gouvernement du Rwanda essaye de pousser pour le poisson-chat africain, mais le poisson qui est préféré par les gens là-bas, c'est le tilapia. Alors, si vous voulez vous lancer dans la pisciculture dans ces zones-là et exploiter le marché existant, ce sera le tilapia. Mais si vous allez dans le même pays, la République démocratique du Congo, vous allez au niveau de Kinshasa et vous allez un peu plus à l'ouest jusqu'à Poma, vous allez vous rendre compte que le poisson préféré des ménages là-bas, c'est le poisson-chat africain. Ils mangent le tilapia et tout, mais ils ont leur mets, ils appellent, je ne sais pas si c'est liboké du fleuve ou liboko du fleuve. Vraiment, c'est le poisson-chat africain découpé en morceaux et emballé dans les feuilles et cuit dans les feuilles à la vapeur, et c'est très prisé par la population de cette zone-là. Donc, eux, ils vont préférer le poisson-chat africain. Et si vous allez au centre du pays, donc vous allez par exemple au Kasaï, disons au Kasaï central ou au Kasaï oriental, là-bas, la population aime à la fois le poisson-chat africain et le tilapia, mais avec une légère préférence pour le poisson-chat africain. Mais ce qui est particulier aussi dans cette zone-là, on va vous dire que les ménages préfèrent les poissons qui ont à peu près 300 grammes. Donc, pour avoir 3 poissons pour faire 1 kilo, tout simplement parce que le chef de famille, le monsieur qui a sa famille, préfère manger la tête du poisson. Donc, si vous lui donnez un poisson, ou bien si sa femme achète un poisson d'1 kilo, un seul, ça veut dire que le monsieur aura droit à un seul repas parce qu'à chaque repas, il veut manger la tête du poisson. Donc, l'analyse du marché dans cette zone-là a démontré que pour bien vendre le poisson, il ne faut pas que ce soit au-delà de 300 à 350 grammes. Donc, ce sont les petites choses comme ça que l'étude de marché vous permet de bien comprendre, de cerner, de façon à ce que quand vous décidez de vous lancer avec une espèce précise, vous savez exactement de quoi il s'agit, quelle est la taille à laquelle vous allez récolter. Et à partir de là, comme j'ai dit dans des vidéos précédentes, vous pouvez vous arranger à échelonner la production de façon à ce que la période de vidange coïncide avec la période où il y a la plus forte demande sur le marché. Ce qui nous amène au deuxième point qui est le développement des circuits de commercialisation ou l'exploitation des circuits de commercialisation existants. Donc, il est important qu'avant de vous lancer dans la production piscicole, lorsque vous savez déjà qu'il y a une demande, vous maîtrisez votre marché, de savoir exactement où vous allez vendre votre poisson. Si, par exemple, vous avez des amis ou des connaissances qui ont récemment vendu du poisson, soyez humble, allez leur demander quel est leur circuit, comment ils font, est-ce qu'ils vendent aux individus, aux restaurants, est-ce qu'ils passent par Facebook et tout, quelle est leur façon de faire leur marketing. Et s'ils ont déjà des systèmes établis, vous essayez de vous greffer à cela et vous vendez tout en ayant en tête que vous pouvez développer un circuit beaucoup plus large. Si, par exemple, ils vendent aux restaurateurs, mais ils n'approchent pas les hôtels, des choses de ce genre, vous pouvez approcher les hôtels. Donc, j'ai déjà parlé de ça aussi dans une vidéo précédente, mais c'est important vraiment que vous sachiez qu'il y a déjà des circuits qui existent auxquels vous pouvez vous adapter, mais il y a aussi des circuits que vous devez développer vous-même. Donc, il faut avoir une bonne approche marketing. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous voulez approcher des chaînes de restauration ou d'hôtels, c'est que toutes ces grandes chaînes de restauration et d'hôtels font ce qu'on appelle du B2B, donc business to business. Ils ne passent leurs commandes qu'aux compagnies. Donc, vous avez tout intérêt à incorporer votre ferme en entreprise. Et en fonction de votre milieu, vous allez discuter avec des experts ou bien des conseillers en développement rural qui vont vous dire quel type d'entreprise s'adapte le mieux à votre situation. Ça peut être un groupe d'intérêt économique, une société à responsabilité limitée ou une société anonyme en fonction de l'échelle dans laquelle vous produisez votre poisson et l'étendue de votre ferme, par exemple. Et avec cela, quand vous approchez les hôtels et tout, vous signez des conventions de vente.
Et ils peuvent vous dire, par exemple, qu'ils vont prendre 100 kilos tous les vendredis ou tous les samedis de 300 à 400 grammes le poisson individuel et ainsi de suite. Et vous livrez pendant un mois et une fois par mois, vous allez là-bas prendre votre chèque ou peut-être qu'ils vous font un virement bancaire. Mais ils ne vont pas manipuler de l'argent avec vous et vous payer cash au quotidien. Donc, ce sont autant de choses. Et quand on parle d'incorporation, c'est aussi important, non seulement pour la vente, mais même parfois pour bénéficier des appuis gouvernementaux. Quand il y a de nouveaux projets et tout, si vous remarquez bien, ce ne sont pas les individus qui sont financés au niveau de ces projets-là, mais ce sont bien des organisations incorporées. Donc, il est important d'avoir un circuit de commercialisation bien établi et bien maîtrisé avant de se lancer dans la pisciculture. Moi, j'ai discuté avec certains collègues quand je préparais cette vidéo. J'ai un bon ami qui produit les crevettes en Indonésie. Je connais un pisciculteur en Thaïlande et j'ai parlé à un ancien camarade qui est un ami à moi aussi qui a une belle et bonne ferme au Kenya. Et chacun d'entre eux m'a apporté à mon attention le fait qu'ils vendent au moins 50% de leur production avant de produire. Ils ont déjà des ententes avec les distributeurs. Donc, ils savent déjà qu'en produisant, ils ne vont pas aller sur le marché et commencer à tâtonner, à savoir à combien on vend le kilo de poisson et tout pour placer une plaque aussi et vendre. Non. 50%, c'est déjà garanti. De façon à ce que dans les autres 50%, il y a leurs bénéfices et tout. Et là, ils peuvent dire, OK, si on a déjà vendu, on a assuré 50%, on va maintenant se lancer sur Facebook, chercher quelques espaces dans les marchés pour vendre le reste et ainsi de suite, et socialiser, se rapprocher de la communauté et se rassurer qu'il n'y a pas que les restaurateurs et tout qui achètent notre production, mais que la communauté aussi a accès aux poissons. Mais au moins, il y a une bonne partie qui est déjà garantie. Et mon ami qui produit les crevettes en Indonésie m'a dit qu'il vend toute sa production. Donc, c'est à peine si lui-même il arrive à retirer 1 kilo ou 2 pour lui, pour sa consommation personnelle. Le jour de la récolte, il y a une compagnie qui vient carrément avec un camion frigorifié et qui achète tout ce qui sort de ces étangs de crevettes. Donc, c'est ça, il faut vraiment maîtriser cela avant de se lancer dans la production pour éviter de mauvaises surprises au moment où on a produit et on veut vendre. Et le troisième point dont je voulais parler aujourd'hui parmi les astuces, c'est la transformation. Regardons par exemple le cas du Nigeria. Quand les gars sont lancés dans le poisson-chat africain, ils n'y croyaient pas il y a 20 ans. Mais ils ont commencé à produire à un moment donné tellement que le marché ne pouvait plus absorber. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va fumer. Ils ont développé des types de fumoirs aussi beaux les uns que les autres, mais qui leur permettent quand même de produire du poisson-chat africain, et le fumer, le rendre vraiment sec et exporter le poisson fumé. Ils exportent le poisson fumé aux États-Unis et un peu partout dans le monde maintenant. Et ce qui est beau pour le cas précis du poisson-chat africain au Nigeria, c'est que pendant qu'ils fument, ils extraient l'huile de poisson qui est ensuite utilisée pour fabriquer les aliments de poisson. Ça ajoute de la valeur à leur activité. Donc, si vous ne parvenez pas à vendre votre poisson frais, il faut savoir que vous pouvez échelonner les ventes sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, juste en transformant. Et c'est vrai que les fumoirs, ça coûte cher et tout, mais remarquez qu'au lieu de brader votre poisson, vous vendez ce que vous pouvez vendre au prix concurrentiel du marché et le reste, vous transformez et vous avez 2 ou 3 mois devant vous pour écouler tranquillement cela à travers vos propres réseaux ou à travers Facebook et tout, mais vous n'avez vraiment plus de pression. Et comme on sait que la demande est forte au plan national, vous allez finir par vendre. Donc, il est vraiment important de penser à la transformation. Et quand on parle de transformation aussi, ce n'est pas toujours le fumage. On peut transformer le poisson juste en l'éviscérant et en le congélant. On peut déjà étendre la période de commercialisation de quelques semaines, juste en faisant cela. Et puis aussi, beaucoup de poissonneries seraient probablement prêtes à vendre de poissons éviscérés et écaillés. Donc, vous éviscérez, vous écaillez, vous signez des ententes avec ces poissonneries-là qui vont vendre pour vous. Donc, il y a vraiment un travail sérieux à faire en amont, avant même de se lancer dans la production. Donc, juste pour résumer, la pratique agricole en général et la pratique piscicole ne se fait pas par suivisme. On ne le fait pas juste parce qu'on veut le faire ou on est après à la retraite et il faut se lancer dedans. C'est quelque chose qui doit être considéré comme une activité qui va générer des revenus. C'est quelque chose qui doit être considéré comme une activité commerciale. Et pour ça, on va suivre exactement les mêmes étapes qu'on suivrait lorsqu'on est en train de construire un immeuble ou quand on est en train d'établir un supermarché dans une zone et tout. Faire une bonne étude de marché, exploiter les circuits de commercialisation existants
et développer de nouveaux circuits de commercialisation et envisager transformer son produit si le besoin est pour y ajouter de la valeur et étendre la période de commercialisation. Donc, c'est ça que je voulais échanger avec vous. Ça ne résout pas forcément le problème de Madame Marie de Yaoundé ou de toute autre personne qui ne parviennent pas à vendre leur produit. Mais au moins, ça vous donne quelques astuces pour les prochaines campagnes de production piscicole, de vous préparer comme il faut pour rendre votre activité rentable. Merci de votre attention et comme d'habitude, je vous inviterai à partager cette vidéo, la liker et surtout inviter vos connaissances à s'abonner sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique. Merci et à la prochaine.